Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose la présentation de Detective City of Angels, un jeu tellement thématique auquel j'ai vraiment hâte de jouer. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant la magnifique boîte de Detective City of Angels, ce jeu pour 1 à 5 joueurs. Et présentement, nous avons sous les yeux le tutoriel du jeu. Alors, je ne veux pas vous gâcher les véritables scénarios. Alors ça, c'est vraiment la mise en place pour le début de votre tutoriel. D'ailleurs, dans ce jeu, on incarnera deux rôles possibles. D'un côté, les détectives et d'un autre côté, The Chisel. Alors, The Chisel représente un peu comme le maître du jeu. C'est lui qui sera derrière les manigances qui peuvent se tramer dans la ville de Los Angeles dans le contexte des années 1940. Alors, présentement, nous avons le scénario de tutoriel qui est tout droit sorti de cette boîte. Chacun des scénarios a une boîte qui lui est propre comme celle-ci. Elles ont également des niveaux de difficulté et dans ces boîtes, on retrouvera beaucoup d'informations secrètes que le maître du jeu devra prendre en considération avant même de débuter la partie. Il est possible de jouer à Détective dans 3 différents modes de jeu. Le premier étant le mode classique pour 3 à 5 joueurs. On a besoin d'un maître du jeu pour ce mode et nous avons besoin d'un minimum de 2 détectives qui vont s'affronter. Le deuxième mode est possible d'y jouer en solitaire ou jusqu'à 5 joueurs, c'est-à-dire que tous les joueurs vont jouer de façon purement coopérative et on n'a pas besoin de la présence d'un maître de jeu. Et finalement, le dernier mode est semblable, c'est-à-dire que tous les joueurs vont pouvoir jouer de façon coopérative, du moins tous les détectives vont jouer de façon coopérative, à l'exception du maître du jeu qui essaiera de leur mettre des bâtons dans les roues. Une partie de détective se joue dans un nombre de jours déterminé par votre scénario. Puisqu'on est devant le tutoriel, on a un nombre de jours qui est minime puisque ce scénario est voulu pour être plus court. Alors, un tour ou un jour dans ce jeu est représenté par tous les détectives qui effectuent 4 actions. Chacun de ces cubes représente une action. Les joueurs vont pouvoir déplacer ces cubes vis-à-vis des actions qu'ils désirent effectuer dans leur tour. Ils vont les résoudre et une fois que tous les détectives ont fait ça, eh bien, on progresse au prochain jour. N'importe quand durant la partie, un joueur peut tenter de résoudre l'enquête, puisque c'est la raison pour laquelle on est présent dans ce jeu. On essaie de résoudre le mystère, le drame ou l'enquête qui nous est présenté et qui se dévoile graduellement pendant la partie. Pour ce faire, un joueur pourrait tout simplement jouer son jeton de résolution d'enquête. Alors, tout au long de la partie, les joueurs vont pouvoir prendre des notes sur cette fiche et pourraient énoncer ou envoyer au maître du jeu ses soupçons concernant les 3 éléments qui sont souvent demandés, soit le criminel, alors le responsable, l'arme du crime, ainsi que le motif qui l'a poussé à commettre ce drame ou ce crime. Si le joueur réussit avec son jeton, il remporte automatiquement la partie. Par contre, s'il s'est trompé, le maître du jeu va lui indiquer combien d'erreurs il a. Ce sera une information qu'il pourra garder secrète. Le détective va continuer à jouer. Par contre, il ne pourra plus tenter de résoudre le mystère. Les autres joueurs, eux, pourraient le faire. Si au terme de toutes nos manches, personne ne réussit à résoudre l'enquête, tout le monde aura droit à une déduction finale, même ceux qui auront par le passé joué leur jeton de résolution. Il est bon de noter également que les détectives vont recevoir un petit cahier comme celui-ci avec des informations pertinentes pour la résolution du scénario en cours. The Chisel, soit le maître du jeu, va recevoir un livret également avec toutes les informations, mais également avec les solutions, puisqu'il est pertinent qu'il sache exactement tous les détails de l'intrigue pour pouvoir envoyer les détectives sur des fausses pistes. Alors le maître du jeu devra consulter le chapitre pour le scénario
en cours avant la partie. Et finalement, eh bien, on aura juste ici le livret spécifique pour le tutoriel qui va nous prendre par la main et nous permettre de jouer notre première partie. À leur tour, les détectives peuvent effectuer 4 actions parmi les 6 qui sont disponibles. La première est celle de se déplacer. Ils vont pouvoir prendre leur figurine et peuvent se déplacer d'une adresse à l'autre, n'importe laquelle, dans la zone où ils se trouvent. Alors pour une action, un détective pourrait très bien se déplacer. Jusqu'ici, on voit les zones qui sont délimitées par des lignes un peu comme phosphorescentes. Pour une deuxième action, eh bien, le détective, s'il se situe sur une frontière entre deux zones, pourrait maintenant parcourir n'importe quel nombre d'emplacements dans cette zone, pourrait très bien se déplacer jusqu'ici. Et pour une troisième action déplacement, il pourrait se rendre à l'autre bout du plateau. Alors on peut se rendre dans n'importe quelle adresse pour 3 actions en respectant ces règles-ci. Il est possible en cours de partie également que les détectives aient besoin de fouiller un endroit ou de fouiller un suspect. Alors si le joueur par exemple décide de fouiller la scène de crime ou un endroit où il soupçonne qu'il pourrait y avoir des informations intéressantes, il va tout simplement annoncer son action et le joueur qui incarne The Chisel va consulter sa main de carte de recherche pour vérifier s'il existe une carte concernant le lieu que le joueur tente de chercher. Si c'est le cas, il va donner tout simplement la carte. Il est possible également que le joueur fouille une destination où il n'y a aucune information. Dans ce cas-ci, le Chisel a également une carte qu'il va passer au joueur. Alors ça sème le soupçon pour tous les autres joueurs qui ne savent pas ce qui s'est passé à cet endroit. Et ce sera un peu le même principe si un joueur décide de se rendre dans une destination où il y a un suspect et que celui-ci désire le fouiller. Alors, The Chisel, le maître du jeu, va également regarder sa main de carte de recherche et va lui remettre le résultat de sa fouille sur un suspect. Suite à une fouille, il est possible d'avoir une carte qui soit archivée. Alors, cette carte ne sera plus disponible pour aucun autre détective. Alors, cette information sera classifiée et sera réservée au détective qui a réussi à faire cette action en premier. En 1940, l'argent a une valeur très importante et ce même pour les détectives. Alors une autre action qu'il est possible d'effectuer, c'est l'action d'analyser. Alors le détective va analyser toute la situation pour lui permettre de faire un peu d'argent. Alors il va ramasser un billet s'il décide d'effectuer cette action. Une façon encore plus efficace de faire de l'argent rapidement, c'est en effectuant l'action kickback. Par contre, on ne peut résoudre cette action qu'une seule fois par manche. On doit obligatoirement se trouver dans un emplacement orangé et c'est l'emplacement où se tiennent habituellement les brigands de la ville. Alors on va effectuer une descente et pour avoir effectué cette action, on va récupérer 3 billets qui vont s'ajouter à nos avoirs. Finalement, la dernière action, mais non la moindre, c'est celle de questionner un témoin au sujet d'une information dont on est au courant. Alors, en cours de partie, il est possible que les détectives puissent observer, consulter des cartes qui sont face cachée. Ils vont marquer la connaissance de ces informations avec des petits jetons de leur couleur. Et s'ils effectuent l'action de questionner un témoin, ils vont pouvoir consulter les informations qu'ils ont notées sur leur feuille personnelle et vont énoncer à voix haute « Je questionne Dom au sujet de la carte F ». Et ce sera maintenant le moment où le maître du jeu devra générer une réponse de la part du témoin. Et là, croyez-moi, il y a une tonne d'étapes dans la résolution de cette action et on ne va pas passer à travers tous les détails de celle-ci. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dès que la question a été formulée, le détective peut décider d'utiliser une information compromettante qu'il possède au sujet du témoin pour que le maître du jeu lui réponde automatiquement la vérité. Mais c'est également possible pour le maître du jeu d'utiliser un levier contre un détective particulier pour bloquer une question ou pour bloquer l'envoi d'espions dans les parages pour épier la question et entendre sa réponse. Une fois que les autres joueurs ont eu l'occasion d'envoyer un espion s'ils le désirent, le maître du jeu devra générer une réponse grâce à cette enveloppe
de la part du suspect. Par contre, je ne peux vraiment pas vous montrer d'exemple ici puisque ce serait carrément vous ruiner l'intrigue du jeu, mais vous devez savoir que pour chacune des interactions au sujet des questionnements, chacune de ces petites cartes a plusieurs réponses. Toujours une qui représente la vérité à 100% et toutes les autres qui sont de gros mensonges. Le maître du jeu peut insérer n'importe quelle, à ce moment-ci, réponse de la part du témoin dans l'enveloppe et va la passer au détective qui l'a questionné. S'il doute de la réponse, de la véracité de la réponse qui lui a été donnée, le détective peut lancer un défi au maître du jeu, peut le challenger au sujet de la véracité de la réponse. Si la réponse était effectivement un mensonge, alors le détective a vu juste dans le jeu du maître du jeu et va gagner un levier supplémentaire contre le témoin. En plus, le détective pourra consulter la réponse qui était la vérité, alors le maître du jeu va changer la réponse et va lui donner sa nouvelle information. Si par contre le challenge est refusé, c'est-à-dire que la réponse qui a été donnée au détective est-elle déjà la vérité, alors ce sera The Chisel, ce sera le maître du jeu qui gagnera un levier contre le détective. Et finalement, les autres joueurs qui ont décidé d'envoyer des snitch vont dévoiler ce qu'ils avaient placé sous ce jeton. Alors si c'est un pass, le détective en question ne débourse rien et n'a pas à entendre la réponse, alors que si un joueur avait mis bribe, il va devoir débourser un certain montant et va pouvoir consulter la réponse qui a été donnée au détective. Il y a toutefois une tonne de sous-actions qu'il est possible d'effectuer qui ne comptent pas parmi les 4 actions principales. Il est possible d'embaucher différents personnages dans la ville, plus ou moins avec des bonnes intentions, pour avoir différents avantages des événements. Et la partie va continuer de se dérouler comme ça, avec des informations qui deviendront, je l'espère, de plus en plus précises et à un moment donné, l'un des détectives devrait être en mesure de résoudre l'enquête et gagner la partie. Si la partie se termine et qu'aucun détective n'a réussi, même avec sa tentative finale à résoudre l'enquête, eh bien, c'est le maître du jeu qui remporte celle-ci. Alors voilà pour ce qui était de la présentation de Detective City of Angels. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Laissez-moi vos commentaires et questions sous la vidéo. Considérez faire un petit tour sur notre campagne Patreon. Le lien est dans la description de la vidéo pour nous encourager d'une façon particulière à continuer de produire du contenu basé sur vos intérêts. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine!